Je vais parler un peu plus du contexte de la soirée et de cette action d'aujourd'hui. Donc, à la Jeune Chambre, on a voulu monter cette action pour parler en fait de l'Europe, parce que le civisme, le civisme et l'engagement donc sont des valeurs fortes à la Jeune Chambre, et donc c'est une action nationale donc qui s'appelle le Tour des élections européennes, qui va être déclinée donc dans 23 jeunes chambres locales. Cette action, en fait, elle va avoir 2 temps. Donc, on a fait un premier temps, en fait, le 11 avril, où, on a fait en fait une fresque de l'Union européenne auprès d'étudiants du campus 12e avenue. Donc, c'est une fresque un peu à l'image de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent, qui a été créée donc, par la Jeune Chambre économique de Strasbourg et qui actuellement est en train d'être diffusée sur l'ensemble du réseau de la Jeune Chambre économique, avec pour but que ça puisse peut-être continuer à diffuser, peut-être au sein des écoles, auprès des étudiants. Le but est vraiment d'apprendre comment fonctionne donc l'Union européenne de manière ludique. Donc ça, on va réaliser donc le 11. Et enfin, donc aujourd'hui, donc le 25, on va organiser donc une table ronde avec 2 thématiques majeures, donc sont la jeunesse et donc l'économie, qui sont vraiment 2 thématiques majeures au sein de la Jeune Chambre économique. Pour l'organisation de la table ronde, donc, nous allons débuter par tout ce qui va être plutôt les thématiques donc, économiques. Et dans un deuxième temps, on passera aux thématiques jeunesse. Donc, on échangera donc, de diverses manières avec nos différents intervenants. Et après, il y aura aussi un espace de questions-réponses où vous pourrez à chaque fois donc, poser vos questions auprès des intervenants ou si vous avez des thématiques particulières. Donc, nous allons débuter donc, sur l'Europe. Donc, l'Europe, donc, grand marché commun, l'Europe, une grande puissance économique, confrontée à divers enjeux donc, géopolitiques, la guerre en Europe, les sanctions russes, déficit énergétique, la concurrence d'alliés concurrents, les États-Unis ou encore la Chine, la transition économique, écologique, numérique, beaucoup d'enjeux. Alors, on va essayer, sans partir dans la grande géopolitique, on va essayer de rester au maximum donc, concret sur les différentes thématiques que l'on va aborder. Juste avant de commencer, donc j'aimerais juste donc bien évidemment remercier donc tous les membres de la Jeune Chambre économique, donc membres de la commission, donc qui ont participé donc à l'organisation de ce jour J. Donc Bastien, donc Amélie, Nadège, Alexis et tous les autres membres de la Jeune Chambre économique de Rodez. La Cécile Aveyron donc pour le partenariat d'aujourd'hui, son président Dominique Coste et toutes ses équipes qui nous permettent d'être ici. Qui nous donne donc ce bel instrument, donc ce bel amphithéâtre donc à titre gracieux, toutes les équipes techniques, les enseignants qui ont participé également donc à la réalisation de la fresque et bien évidemment donc nos intervenants donc d'aujourd'hui. Donc que je vais présenter donc Corentin Mézy de la SOBAC qui avait été aussi partenaire donc, de la Jeune Chambre économique, Christophe Palous membre de la CCI. Romain Deléris, donc qui représente donc, les jeunes agriculteurs, Clémence Cabrit, donc femme agricultrice. Après, je vous laisserai vous présenter de manière un peu plus détaillée. Je fais une présentation assez succincte. Et enfin, donc Vincent, je les appelle le Vincent Nassier. Nassier, pardon, ouais. Vincent Nassier, donc de l'ITA aussi. Et enfin, donc Olivier Dedieu, donc de la Maison de l'Europe de Montpellier, qui a fait le chemin pour nous ici. Donc merci à toi. Alors, oui. Et Sophie Douceron, pardon. J'ai oublié de Sophie Douceron, mais c'est parce qu'elle est en visio, pardon. Je l'ai zappé. Parce que je la vois pas, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Donc, je t'oublierai plus, Sophie. Voilà, merci d'être là également. Alors, pour débuter, donc, je poserai une question un peu à tout le monde. Alors, si vous pouvez peut-être vous présenter, peut-être un peu, de manière peut-être un peu plus détaillée. J'ai fait une présentation un peu succincte. Et après, donc, de répondre à cette question. Donc, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises européennes sont confrontées aujourd'hui? Alors, soit de manière générale, peut-être je pense aux chefs d'entreprise, à votre entreprise en particulier. Quels sont les défis aujourd'hui? Qui veut se lancer? Honneur aux dames. C'est bon soutien. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Clémence Cabrit, je suis agricultrice dans l'Ouest Aveyron avec toute ma famille. Ça suffit comme présentation. On est 6 éleveurs dans une ferme familiale. Nous élevons des porcs fermiers, du veau d'Aveyron et du Ségala, des poulets fermiers et des canards gras de Barbarie. Donc, tout ça au maximum tant qu'on peut en vente directe à la ferme sur les marchés locaux et en partenariat avec d'autres fermes comme la Maison Quintard ou les
aveyronnaise. Donc, pour le premier défi, pour la première question qui est quels sont les défis au niveau européen, pour ma part, dans l'agriculture, le défi que je trouve que nous avons en Europe et en France également, c'est le défi de la souveraineté alimentaire. Que le pays, tout comme l'Europe, soit capable de nourrir au maximum la population. Alors, il se trouve qu'il y a des productions dans lesquelles on ne sera pas capable d'être autonome, mais que au niveau de la balance économique et au niveau de la balance des productions des produits, que tous les produits que nous sommes capables de produire, nous arrivons à être autonomes et avoir une souveraineté alimentaire. Merci. Qui veut se lancer? Allez, Romain, je préfère tu vois. Je te sens motivé. Bon, on va rester dans le domaine agricole forcément, donc en tant que représentant des jeunes agriculteurs. Donc moi je suis éleveur laitier dans l'Ouest Aveyron également, un petit peu plus près du Tarn et Garonne, tout à fait à la limite. Donc je suis installé depuis 2013 sur une ferme familiale, encore avec ma mère pour quelques mois, voilà, et je livre mon lait pour Surdial, donc pas du tout sur le même créneau de commercialisation que Clémence. Donc pour la première question sur le défi, j'irai encore un petit peu plus loin que Clémence, je partage complètement la souveraineté. Il n'y aura pas demain de souveraineté alimentaire si on ne remet pas nos actifs agricoles pour continuer à produire. Donc on a l'habitude de parler chez GIA de renouvellement des générations, et ça c'est une thématique qui est vraie en France, mais qui est encore vrai et encore plus vrai dans tous les pays européens où le vieillissement de la population agricole est un vrai sujet. Donc, qui demain pour continuer à produire notre alimentation? Bonjour à tous, du coup, Corentin Mézy, du coup, de la SOBAC. Moi, je suis responsable export sur les zones Angleterre et Irlande. Donc, je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, chez nous, ça représente à peu près 10%, enfin, l'export, pardon, en Europe, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires global. On exporte dans 12 pays. Donc, voilà. Et ensuite, sur la question sur les défis, alors nous, on va se poser notre question de comment bien s'exporter, avec la question de faire changer les mentalités, arriver à une agriculture plus durable et bien faire passer le message dans les nouveaux pays où on s'implante. Voilà. Où tu veux. Donc, Vincent Nassier, donc groupe ITEA, était un holding process à Sèvres-le-Château, à Jetmo dans les Landes. Donc, petit groupe industriel, on fabrique donc, du bois moulé à partir de plaquettes donc, du Massif central et de la mousse moulée. Et donc, l'Europe chez nous, c'est à peu près 15% de notre activité en direct et après 45% de l'activité de nos clients. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est surtout de ne pas rajouter des frontières. On sent que l'Europe est en train de revenir de plus en plus, on va dire, mettre des frontières là où, sur les marchandises et sur les savoir-faire industriels. Donc, surtout, il faut que la jeunesse européenne. Bon, je vais faire ça. Il faut surtout que la jeunesse européenne continue à défendre le libre-échange, parce qu'on voit dans les savoir-faire industriels la montée de concurrents qui n'existaient pas il y a peu de temps, mais avec la géopolitique liée à l'énergie, on voit des continents être de plus en plus, pas menaçants, mais en tout cas venir nous concurrencer en Europe. Donc voilà, le défi, c'est continuer à ne pas avoir de frontières et surtout co-construire industriellement les innovations de demain. Bonjour, bonsoir. Olivier de Dieu, moi je suis exporté, je ne suis pas local. Donc je suis directeur de la Maison de l'Europe de Montpellier. Et à ce titre, je gère le centre d'information Europe Direct. C'est-à-dire qu'on est intégré dans le réseau de communication de la Commission européenne.
pour dire les choses simplement. Alors, bon, moi, je ne suis pas acteur économique au sens, effectivement, de mes prédécesseurs. Mais des réunions qu'on a pu avoir, alors que ce soit avec la Commission européenne ou avec les acteurs économiques, c'est vrai que, alors pour moi, les enjeux sont multiples. Je vais être très rapide. Hein. Le premier, c'est, il y a des défis aujourd'hui technologiques dont on n'a pas encore aujourd'hui les solutions. C'est notamment la question de l'énergie. On sait qu'une partie de la solution énergétique, elle n'existe pas forcément encore. Le deuxième, c'est qu'on a des enjeux autour des enjeux climatiques et qu'il y a encore énormément d'enjeux en termes de recherche et de développement pour arriver à trouver des solutions viables. On était avec la Commission européenne, on visitait un labo de l'INRAE à Montpellier, par exemple, sur des plastiques produits à partir de déchets végétaux. Concrètement, aujourd'hui, la seule limite qu'ils arrivent, elle n'est pas technique et financière, c'est qu'il faut un produit qui est 5 fois plus cher que le plastique classique. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est qu'on a toute une série d'acteurs économiques aujourd'hui. Ça, c'est une responsabilité de l'Europe, qui sont face à des processus d'élaboration de normes qui sont parfois très longs. Donc, quand vous êtes industriel, que vous développez un produit, que vous attendez une norme, qu'elle est encore décalée d'un an ou de 2 ans, parce qu'il y a une difficulté politique à prendre une décision, c'est vrai que c'est super handicapant. Enfin, là, je parlais d'un projet, c'est dans les roues des leaders nationaux de production de drones. Donc, c'est une économie, effectivement, qui se développe. On est sur des nouvelles technologies, donc les normes courent toujours après l'innovation. Donc voilà. Et enfin, il y a un dernier volet, c'est le volet de formation, puisqu'effectivement, aujourd'hui, il y a des enjeux de formation qui sont significatifs. Donc, c'est pour ça que l'Europe, effectivement, finance beaucoup de dispositifs de formation au regard de ces enjeux, soit parce qu'on a des publics, et c'est les évolutions technologiques posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas de niveau de qualification. Parce que les métiers sans qualification ont vocation à disparaître. Avec l'automatisation, l'IA, que sais-je quoi. Et pour ceux qui sont formés, il y a des évolutions nécessaires informatiques, effectivement, face aux nouvelles technologies de demain. Voilà, je vais m'arrêter. Bonsoir à tous. Donc, merci à la JCE de m'avoir invité également à cette table ronde. Christophe Palouse, je suis salarié de la Chambre de commerce Occitanie, basé dans les bureaux de la CCI Aveyron à Rodez, et j'accompagne les entreprises dans leur développement à l'international. Quand je dis accompagner, c'est 3 points. C'est les aider à trouver des contacts, des prospects potentiels dans tel ou tel pays, les informer sur les salons professionnels qui peuvent être pertinents. C'est également répondre aux questions réglementaires. Je ne suis pas un spécialiste de tous les produits, tous les pays, vous vous en doutez, donc je m'appuie sur un réseau de gens qui savent, que ce soit les douanes, que ce soit l'INPI, voilà, que ce soit les ambassades, voilà, tout mon réseau international. Et le troisième aspect, c'est la dimension financière, puisque pour un développement à l'export, ça coûte cher, il faut de la patience, il faut investir. Et donc, l'idée, c'est d'aller aider les entreprises à chercher des financements. Voilà. En parallèle de ça, j'organise depuis 2017 une mission à San Francisco où j'accompagne une douzaine d'entreprises de la région Occitanie et on va voir tout ce qui se passe dans les nouvelles technologies. Donc, je fais le parallèle avec l'Europe. Donc, l'Europe, ça a été dit tout à l'heure, c'est beaucoup de normes, beaucoup de réglementations. Alors, aux États-Unis, on est plus dans l'action. Voilà, c'est le slogan qui parle à tout le monde, le just do it. On fait et puis après on réfléchit, on regarde comment éviter les obstacles qui arrivent. Alors qu'en France, on réfléchit, France ou en Europe, on réfléchit beaucoup avant d'agir. Voilà la différence. Dans les défis, pour ce point-là sur les nouvelles techno, puisque ça a été évoqué aussi, il faut savoir que l'Union européenne vient de nommer un ambassadeur qui représente l'Union européenne à San Francisco pour essayer de comprendre les évolutions de la tech et comment l'Europe peut se positionner. Ça, c'est quand même un enjeu. Bon, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Sachez que la Commission européenne a voté une loi en novembre 2023 qui s'appelle l'IA Act. On dit que l'IA doit être éthique, morale, sympathique et je ne sais pas quoi. Mais avec ça, on fait quoi après? Donc, voilà, faut le savoir. Dans les défis, il y a quand même les défis de la santé, parce qu'aujourd'hui, chaque État fait un peu ce qu'il veut au niveau de la santé. Il n'y a pas vraiment une politique de santé européenne, donc c'est quand même un gros défi. L'autre défi, il ne vous a pas échappé, c'est quand même l'Ukraine, donc la défense, la partie militaire. C'est un gros défi au niveau européen. Est-ce qu'on aura une défense européenne un jour ou pas? Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Bon, voilà, le débat est lancé. Donc, voilà, moi, les défis, c'est la partie normes, réglementation, santé et militaire. Merci à vous pour ces réponses.
Justement, par rapport aux défis que vous évoquez, selon vous, les institutions européennes et le Parlement européen, donc vos parlementaires, peuvent-ils contribuer à relever ces défis? Peuvent-ils vous aider pour relever ces défis? On va faire peut-être dans l'ordre, comme ça on ne perdra pas de temps à faire passer les micros. On fera une question vers votre sein. Alors, excusez-moi, on a juste pour la question précédente, on a Sophie. Oui, bon, rebonjour à tous. Voilà, je me présente, donc je suis Sophie Douceron, je coordonne l'international sur les relations internationales sur le campus CCI Gare et je coordonne une partie également du consortium Erasmus sur le réseau d'écoles EGC Business School, dont le GC Rodez, bien sûr, fait partie. Donc, c'est un réseau de 19 écoles en France. Et donc, je dirais que le défi de demain, alors moi, je vais parler plus côté jeune, hein, puisque ma spécialité, c'est plus tout ce qui est les financements Erasmus pour les jeunes. C'est de permettre à ce qu'il y ait de plus, et c'est l'objectif d'Erasmus, de permettre à l'ensemble, à beaucoup plus de jeunes qu'aujourd'hui, des jeunes avec des difficultés sociales, tous les types de jeunes, de pouvoir bénéficier de mobilité pour construire le monde de demain. Et je reviens sur ce qui a été dit, sur garder le libre-échange, ça c'est super important pour arriver à faire face aux défis de demain. Hein. Donc, c'est essayer de former, de parler avec les apprentis, les envoyer à l'étranger, puisque maintenant ils peuvent être financés par Erasmus. Les jeunes peuvent être financés, j'en parlerai plus tard, mais un petit peu plus tard, mais les jeunes peuvent être financés pour des mobilités à l'international également, en Europe, mais aussi à l'international. Donc voilà, c'est vraiment mettre les jeunes au cœur du dispositif et un maximum de jeunes. Et c'est l'objectif d'Erasmus d'inclure la totalité des publics jeunes de façon à ce qu'on puisse avoir un monde un petit peu plus équilibré. Merci. Tant que vous avez la parole, du coup, je vous laisse répondre à la première question et on fera ensuite un suivant. Du coup, pour vous, les institutions et vos parlementaires peuvent-ils contribuer à relever le défi dont vous avez parlé, pour vous, Sophie? Alors, il existe, c'est vrai qu'au niveau moi je vais parler un petit peu de ce qui existe au niveau des processus d'Erasmus, du programme Erasmus. Il y a deux types de programmes Erasmus. Hein. Vous avez l'Erasmus éducation, donc formelle pour tout ce qui est les lycées, les universités, les CFA. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle Erasmus jeunesse et sport. Et dans ce domaine-là, on a toute l'éducation non formelle, donc tout ce que les jeunes peuvent apprendre de par le biais des associations jeunesse. Et dans ce chapitre-là, on a comment va-t-on dire, une thématique qui s'intitule Participation des jeunes, pour encourager les jeunes à l'action culturelle et citoyenne. Donc ça, c'est un volet d'Erasmus qui est intéressant pour pouvoir encourager les jeunes au niveau local, régional, voire international, de les faire participer à la citoyenneté européenne. Voilà. C'est confronter, c'est organiser des rencontres entre jeunes et décideurs politiques. Voilà, donc, il faut savoir qu'il y a un programme qui est fait pour ça et qui permet donc la prise de parole des jeunes au niveau vie démocratique européenne. Alors, du coup, est-ce que le Parlement européen a une responsabilité? Pour moi, oui. Dans le sens où, aujourd'hui, je pense que personne autour de la table dira le contraire. Il faut, par exemple, une simplification des normes européennes, souvent trop nombreuses et trop compliquées. On voudrait sûrement une simplification. Nous, ça se traduit sur notre produit. On a en fait un objet. Le bactériosol, c'est du vivant, c'est un écosystème. Donc, c'est pas facile aujourd'hui d'exporter un produit où c'est des micro-organismes vivants. En Europe, bon, on a des accords de libre-échange, donc c'est plus facile. À l'international, de l'Union européenne vers, par exemple, les États-Unis ou le Canada ou l'Australie, c'est moins évident
parce que les normes ne sont pas assez claires, il faut que ça soit produit là-bas. Donc, toujours pareil, une simplification des normes. D'accord. Donc, simplification par le Parlement. Peut-être avant de répondre à la question, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment la France valide la position qu'elle va défendre à Bruxelles et après comment elle défend sa position à Bruxelles? Qui le sait dans la salle? Donc en fait, il existe depuis 1948 un cabinet interministériel qui s'appelle le SGAE, qui est le Secrétariat général aux affaires européennes. C'est un cabinet de 200 personnes rattachées directement au Premier ministre et qui met d'accord tous les ministères. Par exemple, il y a un sujet, je prends n'importe quoi, les pesticides, ça concerne le ministère de l'Agriculture, la Santé, l'Environnement, l'industrie chimique. Personne n'est d'accord autour de la table. Donc, ce cabinet interministériel, donc, il y a un secrétaire général, 18 services qui touchent à toutes les administrations françaises et ils prennent une position commune. Et c'est cette position qui va faire foi aux yeux de l'Europe. Une fois que cette position est validée donc, au niveau de la France, elle est transmise à Bruxelles à un autre cabinet interministériel qui s'appelle la RP, la représentation permanente. Et là aussi, c'est une équipe de 200 Français avec tous les ministères qui sont représentés, la justice, la police, la santé, l'environnement, enfin, tout ce que vous voulez. Et ce service interministériel est piloté, dirigé par un ambassadeur. Et il a une réunion toutes les semaines avec les représentants des autres États. On appelle ça le COREPER, le comité des représentants permanents. Donc, toutes les semaines, il y a des réunions sur ces sujets communs à l'Europe. Ils discutent, donc ils sont 27 pays. Les débats ont lieu en 24 langues. Donc, vous imaginez le nombre d'interprètes qu'il faut. Et à partir de là, les sujets sont débattus et validés ensemble avant d'être présentés à la Commission européenne et au Parlement européen. Donc, c'est quand même une sacrée usine à gaz. Et donc, ça prend du temps. Un sujet, avant d'être validé, il faut à peu près 2 ans. Voilà, pour donner l'ordre de grandeur. Donc, oui, nos parlementaires ont des responsabilités, des actes importants, mais tout se trame, tout se passe en amont, soit au niveau du SGAE qui prend la position commune de la France, avant de le transmettre donc, à la RP, à la représentation permanente à Bruxelles. Donc, 200 personnes à Paris, 200 personnes à Bruxelles. Voilà. Merci. Donc sur nos parlementaires et les institutions, donc c'est bien 2 choses différentes. Peut-être repréciser donc effectivement que l'Europe décide. C'est long et peut-être juste pour un petit peu peut-être ce qui manquait, c'est que c'est une codécision entre le Parlement, donc les parlementaires qu'on va élire, et le Conseil, donc qui est la représentation des États membres. Donc c'est toujours ce travail-là qui rajoute encore, peut-être pour aller à une petite précision, qui rajoute encore des délais dans la prise de décision, qui fait que bien souvent, en tous les cas, pour nous les agriculteurs, on trouve que l'Europe est lente quand il y a des évolutions à faire, quand il y a des crises pour réagir, notamment. Donc, est-ce que l'Europe et ses institutions peuvent relever les défis qu'on a identifiés? Oui, bien sûr, je l'espère, et j'y crois. Le syndicat jeune agriculteur et j'allais dire la population agricole en général a toujours été très pro-européenne parce qu'elle voit, d'une part, le marché commun qui est le premier marché des productions agricoles françaises et avéronaises, donc de nos boutards qui partent en Italie en sont sûrement les meilleurs exemples. Donc l'Europe a toujours été vue comme une opportunité pour les agriculteurs. Et je dirais que nos institutions syndicales, à travers l'organisation, montrent bien notre intérêt parce qu'on est organisé jusqu'au niveau européen. Donc le syndicat jeune agriculteur a un échelon qui s'appelle le CEJA au niveau européen, donc qui montre bien qu'on a cette volonté d'aller travailler, de construire avec l'Europe en permanence. Donc les agriculteurs sont attentifs à leurs représentants. On a, de mon point de vue, mais là c'est plus personnel, la chance d'avoir notre ancien président national des jeunes agriculteurs qui a été élu dans les élections, Jérémy Dessert, donc qui est agriculteur et qui siège au Parlement et qui a été, on va dire, un petit peu le leader au niveau européen pour la majorité qui a été élue. Je pense que les agriculteurs sont attentifs effectivement à qui les représente au niveau européen, parce qu'ils savent bien, à travers la politique agricole commune, les incidences que ça peut avoir, alors pas forcément dans les mois qui suivent, mais plutôt dans les années qui suivent, en fonction des orientations qui ont été prises et des grandes politiques qui
ont été prises. Je pense notamment au Green Deal qui a été construit et dont on voit alors son intérêt, mais aussi des fois ses limites, en tout cas ses conséquences plus difficiles dans l'application au quotidien pour les agriculteurs. Donc voilà, l'importance bien sûr d'être bien représenté et la volonté bien sûr de travailler et de construire, mais avec un pas de temps qui est particulièrement long, comme ça a déjà été dit, et qui est assez frustrant effectivement, je pense, pour beaucoup d'acteurs. Donc, pour la question si le Parlement européen peut-il contribuer à relever ces défis, je partage complètement ce qui a été dit au niveau de la représentation et du temps qui est mis pour prendre des décisions et du coup changer les choses. Également, au niveau des normes européennes, il y aurait peut-être du travail à faire également, mais il y a une question où on y reviendra par la suite. Je pense aussi que le Parlement européen peut aider en prenant des mesures pour atteindre le même niveau socio-économique et réguler les équilibres mondiaux. Je m'entends par peut-être commencer par légiférer au niveau de la régulation des importations aussi, et surtout sur les modes de production, parce qu'on ne peut pas parler d'échanges égaux en termes de production, notamment de mode de production, de coûts de production, parce que d'un pays à l'autre, il y a des différences, et alors de l'Europe vers l'extérieur, n'en parlons pas, des différences en termes de coûts de production agricole et de mode de production. En termes de main-d'œuvre, et ça, peut-être que c'est même pas que dans l'agricole, c'est également pour toutes les autres industries et les autres productions, en termes de coûts de main-d'œuvre, et ne parlons pas du temps de main-d'œuvre d'un pays à l'autre. Sur une même semaine, on a une semaine moyenne en France à 35 heures pour tous les modes de production. Quand on regarde d'autres pays de l'Europe, on est bien au-delà, c'est bien différent, pour des rémunérations égales, voire inférieures. Et alors, le dernier point, production, main-d'œuvre, et le dernier point qui serait peut-être à regarder, c'est au niveau des normes sanitaires. Je rejoins M. Mehdi, normes sanitaires et écologiques, n'en parlons pas, qui, au sein de l'Europe, d'un pays à l'autre, sont bien différentes. Peut-être, voilà, on y reviendra après, mais peut-être commencer au niveau du Parlement européen même si ça prendra du temps, à légiférer sur ces différents points. Alors pour ma part, sur la partie du Parlement européen, je ne sais pas réellement comment on peut nous aider, ça c'est sûr. Comme l'a décrit Christophe, j'imagine donc 200 personnes en France, puis encore 200 personnes en Europe plus, après 2 ans de décision. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire que le vrai sujet pour les industriels, c'est que déjà en France, aujourd'hui, pour avoir des aides, donc on a la région, on peut avoir les Comcom. Alors on a créé les Comcom qui n'existaient pas avant, et voilà. Et après on a l'Europe. Donc je pense que pour les PME, il faut aller beaucoup plus vite. C'est évident, c'est-à-dire que et il faut qu'on aille plus vite dans chaque pays. Ça c'est super important. Alors comment le Parlement peut nous aider? C'est relativement simple. C'est réduire les coûts, les temps d'instruction dans les aides données aux PME et les harmoniser sur chaque pays. Après, on va parler de la partie normalisation. Nous, la partie normalisation, en tout cas la partie normalisation transverse, pour nous, c'est une opportunité. Aujourd'hui, on s'est engagé très fortement dans le RSE, c'est-à-dire on va sortir un produit bas carbone pour la construction. Par contre, on est assez surpris qu'au niveau de l'Europe, en France, on a l'RT 2020, mais au niveau de l'Europe, on n'a pas réussi à harmoniser les manières de construire et harmoniser la RT 2020, c'est-à-dire que l'Europe ne va pas plus loin, ou en tout cas assez vite, dans forcer les constructeurs à utiliser des matériaux bas carbone sur l'ensemble des pays. Donc le Parlement européen peut nous aider, mais qu'il aille vite. Oui, alors le Parlement européen, ça va être 720 députés. Il faut se rendre compte qu'à l'échelle, pour la France, on en aura 81 contre 577 députés nationaux. Donc c'est vrai que si vous voyez un député européen, prenez-le en photo, parce qu'il n'est pas dit que vous envoyez si tôt. Sur leur site annuel, on n'en a que 5. Moi, j'en ai rencontré 2, les 3 autres, je ne les ai jamais vus.
Mais quand j'ai été élevé de manière très charitable, je ne donnerai pas les noms. Qui plus est, on est un peu dans une période électorale. Donc, non, mais je pense que c'est un vrai enjeu parce qu'on a du mal à identifier l'Europe. Bah, déjà, parce qu'il y a très peu de fonctionnaires européens, il y a 30 000 sur toute l'Europe, hein, c'est rien du tout quand même. Mais je crois qu'il y a plus de fonctionnaires dans le département de l'Aveyron, hein, pour dire les choses simplement. Donc voilà, premier problème, c'est que du coup, on n'a pas ce travail des députés qui peuvent faire aussi remonter des réalités de terrain. Parce que la difficulté qu'on peut avoir, le problème, vous l'évoquez, c'est la question de la normalisation à l'échelle européenne. C'est qu'on a tellement de différences. Enfin, quand on parle d'agriculture en Europe, en fonction du type d'agriculture du pays, la notion de qualité, moi j'étais surpris dans certains pays, ils vous parlent qualité, ils pasteurisent tout. Alors, vous goûtez un fromage, c'est un truc qui est rectangle, c'est mou. Mais pour eux, c'est de la qualité. Nous, on a une autre vision de la qualité. Alors, on est plutôt sur des démarches, alors le bio, les AOP, les JGP, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a cette difficulté qui rend les choses difficiles. Je rappelle qu'à l'époque, en France, rappelez-vous, on avait hurlé sur le fait qu'on allait harmoniser le label bio. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on est sur un marché à l'échelle européenne, on s'est dit, la cohérence, c'est que si les gens veulent distribuer, il puisse y avoir un label commun dans tous les pays européens. Moi, je me rappelle à l'époque, qu'est-ce que la Commission européenne a pris sur le fait qu'on est en train de prostituer la démarche bio. Bon, ceci étant, aujourd'hui, vous allez en Allemagne, vous voulez acheter un produit bio, il y a le même label, on sait à peu près ce qu'on va acheter. Enfin, alors, la difficulté, c'est jusqu'où on va, parce que j'ai bien entendu des discours pendant les manifestations, le mouvement agricole, mais sur les Espagnols, ils ont le droit de faire ça. Alors, c'était rigolo que 15 jours après, je suis en Espagne, alors pas pour déverser du vin d'un camion, hein. Et là, les Espagnols me disent, alors, c'est dégueulasse parce que les Français, ils ont le droit d'utiliser des produits qui sont interdits chez nous. Alors, est-ce que l'Europe en fait trop ou est-ce qu'elle en fait pas assez? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se mettre d'accord là-dessus. En fait, dernière difficulté, c'est que l'Europe ne fait pas tout. Je m'explique. La plupart des programmes opérationnels de l'Europe sur les territoires, ce n'est pas l'Europe qui les gère. Elle en délègue la gestion aux acteurs locaux ou à l'État. Voilà. Alors, je vais être clair. En France, on a tendance à surnormer ce qui est déjà bien normé. Voilà. C'est vrai, non, mais moi, je travaille avec d'autres acteurs européens sur des projets. Et moi, j'ai des financements, mais qui sont directement pilotés par Bruxelles, et Dieu sait qu'ils sont plus simples en termes de gestion. Mais c'est pas normal qu'un dossier FEDER soit plus facile à obtenir en Espagne qu'en France. Parce qu'en Espagne, en France, on vous met un espèce de niveau de contrainte. Alors, je ne parle même pas de la PAC, parce que là, on est obligé de recruter des gens pour vous aider à monter le dossier. Enfin, je crois qu'on arrive à un niveau quand même qui fait débat en termes d'efficacité. Et je ne vous parle même pas de la dernière programmation. En plus, le logiciel avec son symbole, on a eu des dossiers FEADER qui ont mis 2 ans à être soldés. Mais c'est vrai que. Mais là-dessus, tout le monde est responsable collectivement. Il ne faut pas croire que la PAC, c'est un technocrate fou dans son bureau à Bruxelles qui se dit tiens, et pourquoi je ne changerai pas cette norme? Comme ça s'est dit, en amont, il y a une discussion avec 27 administrations. Et ce qui est dommage, c'est qu'au moment où les différents segments de l'État discutent entre eux, c'est qu'on n'associe pas les collectivités locales, les acteurs sociaux et économiques. Parce que souvent, les vrais enjeux, ils se prennent au démarrage du processus décisionnel. À la fin, il y a déjà beaucoup de choses qui sont plus négociables. Et c'est ça le problème. Merci. Alors, j'aurais une question sur les entrepreneurs. On peut voir des fois la difficulté un peu de visualiser peut-être les aides, les différents financements possibles au niveau européen. Est-ce que vous vous considérez suffisamment informé de ces différentes aides ou ressources potentielles, donc que ce soit par rapport à l'évolution de la PAC, des aides à l'installation, peut-être pour les jeunes agriculteurs, ou des financements d'entreprises? Comment vous réagissez face à cet environnement un peu administratif? Est-ce que vous faites aider par quelqu'un? On commence par Sophie, du coup. On va faire les entrepreneurs. Ok. Alors, allez-y, Corentin, excusez-moi. Alors bon, moi du coup, sur cette question-là, j'ai questionné plutôt le responsable export de la SOVAC, qui m'a répondu qu'ils étaient au courant, et qui cherchent aussi par eux-mêmes, parce que forcément c'est comme ça qu'on va plus vite, et qui se rendaient disponibles grâce à par exemple, pour rechercher le nouveau candidat à l'export, des programmes comme Business France, ou avant c'était Bifrance, je sais, mais... Donc voilà, je ne peux pas répondre plus. Très bien. Très intéressant.
Romain, du coup. Pardon. Non, on va en suivant. Donc, pour le secteur agricole, les aides sont, je veux dire, beaucoup plus identifiées parce que il y a un historique. L'Europe s'est créée avec l'agriculture, au service de l'agriculture, pour l'agriculture, avec les agriculteurs. Je dirais, et ce que je disais tout à l'heure, pour ajouter que l'Europe s'est construite presque, je veux dire, sur les dépouilles des agriculteurs que des combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être là, il y a aussi là peut-être un point d'attachement plus particulier à l'Europe. Hein. Les soldats étaient majoritairement des agriculteurs et à cette époque-là. Sur l'identification des aides et sur l'histoire, la politique agricole commune est pratiquement, ou était pendant longtemps pratiquement la seule politique européenne dans l'ensemble. On a parlé tout à l'heure des questions de sécurité, d'armement, d'énergie, mais c'est des sujets sur lesquels, quand on observe ça bute, il n'y a pas forcément de grandes avancées. Sur la question monétaire, tous les États sont même pas, je veux dire, à l'euro. Donc, la politique agricole reste la principale politique européenne qui concentre forcément beaucoup de budget et qui représente aussi beaucoup de budget à titre individuel pour les exploitations agricoles de ce département. On en fait la une des journaux locaux par le fait qu'on consomme beaucoup d'enveloppes du fait du nombre d'agriculteurs présents sur le département. Pardon. Et le type d'agriculture. Et le type d'agriculture, bien sûr. Donc les aides sont, donc, de la politique agricole commune sont bien identifiées, tellement complexes, comme ça a été dit, qu'il faut accompagner les agriculteurs tant en termes de formation que pour certaines de prestations pour répondre et pour mobiliser ces aides. Mais on voit qu'en termes de résultats, ça ramène et ça fait vivre malgré tout. Ça ramène quand même énormément d'argent sur le département. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est 280 millions d'euros qui arrivent chaque année en Aveyron. Donc, sans cet argent-là, j'allais dire, l'activité de ce département ne serait pas la même parce qu'il y a bien sûr les agriculteurs, mais aussi tous les acteurs agricoles. Donc, en élevage, on a souvent l'habitude de dire qu'un agriculteur fait vivre 7 actifs autour de lui, en amont comme en aval. Donc, sur les 10 000 actifs agricoles aveyronnais qu'il y a sur le département, on voit l'impact que ça peut avoir. Donc, voilà, donc des aides bien identifiées et fortement mobilisées pour les agriculteurs et plus particulièrement effectivement aussi pour les jeunes agriculteurs qui s'installent. Donc il y a des soutiens spécifiques et l'Aveyron en tant que premier département en nombre d'installations aidées et là aussi fortement consommatrice de ces aides à travers la DGA et les aides spécifiques dans la PAC. Donc, dans l'agricole, je rejoins complètement Romain que du coup, la seule finalement politique européenne qui a été mise en place depuis longtemps, c'est la politique agricole commune et c'est donc dans l'agricole puisqu'on peut voir que de gouvernement à l'autre dans l'Europe, c'est différent. Les règles sociales, n'en parlons pas. Et en termes d'économie, donc notamment, il n'y a même pas la même monnaie dans tous les pays, c'est vrai. Et par contre, la seule politique qui a été mise en place commune dans l'Europe, c'est l'agricole. Aujourd'hui, elle se heurte quand même à des différences en termes économiques, que ce soit les coûts des matières, le coût de la main-d'œuvre, le coût de production de n'importe quelle production, qu'elle soit animale ou végétale. Et alors ensuite, elle se heurte aussi à des différences sociales en termes de congés payés dans d'autres métiers que l'agricole également et de couverture sociale également. Donc c'est vrai que c'est la seule politique commune dans tous les pays, c'est l'agricole. Effectivement, sur la partie industrielle, donc il y a beaucoup d'aides. Après, alors c'est pas que l'Europe, mais moi il y a 10 ans, quand je voulais avoir des financements pour des développements à l'export, je fais simple, mais j'appelais Christophe, j'appelais quelqu'un soit à la CCI, soit à la région, et j'avais ma réponse. Aujourd'hui, il y a une multitude d'aides et l'avantage, c'est que ça crée du travail, parce que on voit le nombre de cabinets qui nous consultent pour venir nous faire des diagnostics, à savoir à quelle aide européenne
On évite. Aujourd'hui, bon, ça a vraiment créé du travail, donc ça c'est plutôt positif. Hein. Non, mais plus sérieusement, effectivement, il y a une multitude d'aides et je le dis pour les patrons de PME, c'est assez compliqué voilà, donc il faut, je pense que je ne peux pas faire de la politique, mais le guichet unique, avoir un interlocuteur identifié qui permet en fait d'avoir, parce que entre l'assurance prospection que fait BPI, les développements de croissance à l'export, les VIE, et j'en oublie les aides FEDER, enfin voilà, la liste est assez. Dans les PME, en fait, on n'a pas des personnes qui sont en permanence en train de faire de la veille. Heureusement qu'on a des interlocuteurs, je remercie Christophe, mais à CCI ou CCI Région qui viennent nous aider. Donc je pense que là, il y a vraiment un besoin de simplification, mais à la limite, je pense qu'il est déjà français avant d'être européen. Voilà. Et par contre, effectivement, là où je vous rejoins, c'est que en disant, j'ai eu plein de fois d'aide de l'Europe, mais je ne connais pas un parlementaire européen qui est venu couper le ruban d'une machine, d'une presse ou un salon, ce qui est un peu dommageable. Et on ne les connaît pas. Ils sont pas dans le usine, on ne sait pas où ils sont. On va pouvoir organiser ça. Voilà. Et dernier point sur les aides, pour finir, en fait, on a des aides pour exporter pour aller dans les salons européens. Alors, il y a il y a une chose qui est assez rigolo, c'est que, par exemple, mon concurrent espagnol, quand il vient faire Global Industrie, salon de l'industrie à Paris, il a 50% d'aide pour aller sur le salon. Moi, si je vais, j'ai 0. Moi, si je vais faire un salon à Madrid, de la sous-traitance, je vais avoir 50% aussi. Je pense que c'est très bien, mais à un moment donné, il va falloir harmoniser un peu tout ça, se dire, OK, comment on peut aider les PME à se développer, mais aller un peu plus loin et surtout harmoniser ce fonctionnement. Ce que vous avez soulevé sur je vois en Pologne, un de nos clients, je vois en Allemagne la rapidité pour accéder au fonds du FEDER, et je vois en France, il faut au moins 2 ans avant d'imaginer avoir une subvention, donc c'est un peu, il faut aller vite. Alors, moi juste sur l'agriculture, c'est vrai que c'est bien balisé parce que les chambres d'agriculture sont bien au fait, effectivement, et les organisations agricoles. Même si on oublie quand même, mais dans la PAC, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont aidés, il y a aussi tout le secteur agroalimentaire, parce que sur l'Aveyron, c'est pareil quand même en termes et le développement rural. C'est-à-dire des projets portés par notamment les groupes je crois qu'ici c'est plutôt les PETR et les PNR qui les portent. Voilà. Alors après, pour les industries et l'économie, enfin les PME, les TPE, je rappelle que en fait, l'Europe finance un guichet qui est porté par la CCI Région, la CRCI, c'est le réseau EEN. Voilà. Donc effectivement, pour aider les porteurs de projets. Alors ce qui facilite aujourd'hui les choses, c'est aussi le fait que, vous savez que les fonds structurels, l'Europe donne une enveloppe, si elle n'est pas consommée, ça repart dans le budget européen. Voilà. Donc c'est vrai que la région aujourd'hui se fait devoir de faire en sorte qu'on ne rende pas l'argent. Non, mais je veux dire par là qu'ils sont plus facilitants pour aider les porteurs de projets. Et d'ailleurs, il faut essayer de faire coïncider les guichets. C'est-à-dire que les politiques régionales s'adaptent aux politiques européennes, puisque notamment sur le FEDER, souvent il faut apporter des cofinancements des collectivités ou de l'État. Donc effectivement, il y a un travail d'harmonisation qui se fait. Après, alors effectivement, c'est toujours la question, est-ce que ça vaut le coup que je développe une expertise si je dois monter que ponctuellement un dossier FEDER, ou est-ce que je fais appel à un prestataire qui ils ne sont pas donnés, effectivement. Mais voilà. Mais bon, c'est toujours la question de savoir est-ce qu'on externalise, est-ce qu'on gère en interne, toutes ces questions-là. Mais c'est vrai qu'il y a une foultitude aujourd'hui d'opérateurs qui sont prêts à vous aider sur le montage de projets. Alors, les projets FEDER, il ne faut pas s'en faire une montagne, il faut juste qu'on au départ. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des situations assez difficiles. Alors, le pire, ce n'est pas le FEDER, quand même, c'est le FSE. C'est là où j'ai vu le plus d'accidents industriels, notamment avec le monde associatif. Parce qu'effectivement, ils changent les règles du jeu en cours de route, à la fin, la facture est salée. Mais alors, c'est vrai que voilà, il n'y a pas tant de guichets d'aide que ça. Alors, pour les entreprises, le gros, c'est le FEDER, donc le Fonds de développement régional, sachant que l'Europe définit des priorités.
Le gros des priorités aujourd'hui, c'est sur les enjeux du pacte vert, on ne va pas se mentir. Après, il y a Horizon Europe, qui est le programme de recherche. Donc, alors, dans l'Aveyron, il n'y a pas foultitude. Alors, si, il y a RAGT, là, qui a eu deux gros projets. Le semencier. Je crois qu'à l'époque, sur la mécanique vallée, ils étaient aussi là-dessus. Voilà. Il peut y avoir aussi Erasmus. Mine de rien, on n'y pense jamais, mais Erasmus, c'est. Sophie pourra en parler mieux que moi, mais on peut être aussi en possibilité, en tracteur économique, de faire des échanges de pratiques et Erasmus, c'est aussi la formation continue. Voilà. Donc voilà, c'est des passés. Alors, et juste, j'avais oublié de dire, sur l'export, pour l'agriculture, on n'en a pas parlé parce que ça n'apparaît jamais dans les chiffres de la PAC, mais l'Europe finance toute une série de campagnes de communication alors uniquement sur l'agriculture de qualité, AOP, IGP, label rouge et bio. Voilà, campagnes de communication qui peuvent être nationales. D'ailleurs, je crois qu'on en a vu une autour de l'agneau du Pays d'Oc. Enfin, je ne me rappelle plus quel est le label rouge concerné. Des campagnes d'envergure européenne, voire internationale. Là, c'est des campagnes à plusieurs millions et souvent l'Europe finance à hauteur de 50%. Merci. Alors, une question peut-être pour Christophe. Moi, concrètement, si je suis chef d'entreprise, quelles peuvent être les aides, les financements comment tu peux les accompagner? Je vais répondre. Je voulais faire un petit complément de ce qui a été dit précédemment, puisque bon, on est en train de parler de l'Union européenne. Faut avoir en tête qu'il se profile un élargissement de l'Union européenne avec 9 pays qui potentiellement vont rentrer dans l'Union européenne. Donc, de 27, on passerait à 36. Faut l'intégrer. L'autre point, c'est, vous avez parlé de la PAC, effectivement, qui est très structurée depuis des années, et c'est un bel exemple, une réussite pour l'Union européenne. Je crois qu'il faut quand même témoigner aussi de la réussite de l'Union européenne, qui a pris des décisions très rapidement au niveau de l'achat des masques en période de Covid. En quelques jours, là, ils se sont mis d'accord. C'était une crise très grave, et l'Union européenne a été très réactive. Idem pour l'achat des vaccins, ça n'a pas été la guerre entre les pays européens, ils se sont mis rapidement d'accord pour financer l'achat des vaccins. Donc, c'est quand même des avancées non négligeables au niveau de l'Union européenne. Idem pour la crise en Ukraine, très rapidement, les pays européens se sont mis d'accord sur une position commune à avoir par rapport à l'Ukraine, que ce soit l'armement, l'intervention, pas intervention, fournir des armes ou pas. Bon, donc l'Union européenne, elle grandit tous les jours de par les crises. Donc, on apprend énormément, on évolue énormément. Donc, c'est quand même du positif. C'est vrai qu'on critique des fois les délais d'instruction des dossiers. Il y a quand même des choses qui se passent et qui avancent dans le bon sens pour l'Europe. Donc, ça, c'est le point principal. Au niveau des subventions de l'Europe, sachez qu'il existe des enveloppes qui ne sont pas utilisées. Et notamment, la France n'est pas parmi les bons élèves pour aller capter toutes les subventions qui existent au niveau de Bruxelles, à tel point que le SGAE a mis en place un service qui est là pour aider, optimiser la captation des subventions européennes. Donc, certaines entreprises, certaines structures ou certaines institutions savent l'utiliser, d'autres ne savent pas l'utiliser. Mais le service existe. Donc, à nous de savoir l'exploiter. Voilà. Juste un mot aussi pour EEN, donc, qui est un service effectivement hébergé à la Chambre de commerce de Toulouse, EEN, Entreprise Europe Network, qui est là pour faire du partenariat commercial ou partenariat technique entre des entreprises aveyronnaises. Donc, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit ce service, et ça permet de mettre en relation une entreprise de la région Occitanie avec une entreprise qui peut être en Pologne, en Allemagne ou en Belgique. Voilà. Alors après, pour répondre à la question des aides aujourd'hui, c'est relativement simple. Depuis 2023, le niveau des aides a pratiquement été réduit à zéro. Autant en période de Covid 2020, 2021, 2022, on avait beaucoup de subventions. Les mêmes opérations, les mêmes dépenses étaient éligibles par les dossiers passe-export du Conseil régional, par les chèques relance export de la BPI, de Business France, pardon. On avait l'assurance prospection de la BPI. Bon, il existait des systèmes d'aide. Depuis 2023, il ne reste plus que les avances de trésorerie de la BPI. La région a considérablement réduit ses aides. Les chèques relance export de Business France n'existent plus. Donc aujourd'hui, sincèrement, pour une TPE, PME, si elle veut exporter, il n'y a pratiquement plus de subventions. Voilà. Des prêts. Il y a de l'avance de trésorerie, c'est la subvention, il n'y a plus. Voilà. Au niveau on a parlé beaucoup des normes. Est-ce que finalement, pour vous, dans sa globalité, c'est plus
un bouclier normatif ou un boulet normatif. Et si je fusionnais avec la deuxième qui suivait, finalement, ce marché européen est beaucoup plus dans la catégorie opportunité ou menace. Allez-y, Sophie. Alors moi, je voulais rajouter, parce que c'est vrai que le côté entreprise est un petit peu moins ma partie, mais je voulais rajouter quelque chose d'intéressant aussi par rapport aux aides aux entrepreneurs. Il existe un programme au niveau d'Erasmus qui s'appelle Erasmus for Young Entrepreneurs et qui permet en fait à des entrepreneurs, des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure, donc moins de 3 ans d'expérience, de faire justement des échanges avec des entrepreneurs en Europe, donc dans les 33 pays, dans les 27 pays de l'Europe et les 6 qui sont rattachés, qui sont partenaires de l'Europe, de pouvoir faire des échanges de pratiques de façon à mieux connaître aussi le marché européen. Et ce programme aussi, alors je vais essayer juste de partager mon écran pour pouvoir, voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà. Donc, il a pour objectif, donc, ce programme également, d'informer les participants des nombreuses possibilités offertes par le marché unique, ainsi que sur la manière de surmonter les obstacles commerciaux sur ce marché. Voilà. Donc, il y a avec des acteurs locaux contacts qui vont aider donc les jeunes entrepreneurs à se lancer dans cette aventure d'échange de pratiques et de meilleure connaissance du marché européen. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Merci. Corentin, du coup, sur la question opportunité, opportunité ou menace. Alors, du coup, nous, principalement, le marché européen, ça a clairement été une opportunité de s'ouvrir. Ils ont commencé à s'ouvrir à partir de 2008. Donc, une fois bien implantés en France, disons qu'ils ont pu s'ouvrir à l'international, donc de nouveaux challenges. Ça a commencé par l'Espagne, puis l'Irlande, puis 12 pays européens. Aujourd'hui, on est 5, ça a permis de créer 5 emplois, 5 responsables export, qui encadrent environ une vingtaine de distributeurs, qui ont eux-mêmes soit des entreprises individuelles ou des petites entreprises qui permettent d'avoir d'autres distributeurs dans chaque comté. Sur les normes, nous, on a de la chance parce que toutes les normes qui vont dans le sens écologique, en fait, on répond à tous ces critères. Donc, pour nous, ça, c'est plutôt une opportunité. Ensuite, en fonction des critères du coup de notre produit, on a plutôt des fois des difficultés, des normes qui sont souvent trop complexes pour un organisme qui est vivant. Voilà. Donc, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais avant tout, c'est beaucoup du positif, un élargissement des possibles. Et puis, nous, ce qu'on compte faire, c'est en profiter encore et doubler notre chiffre à l'international sur les 3 prochaines années. Non, moi je pense que l'Union européenne, c'est plutôt une opportunité. Il y a des règles, il en faut, on ne peut pas jouer sans aucune règle du jeu, donc ça c'est évident. Les enjeux à venir, c'est la transition numérique, on en a peu parlé, mais c'est un gros enjeu. Et puis bien sûr la transition climatique. Ce sont les 2 leviers aujourd'hui, avec beaucoup de financement possible de l'Union européenne, ça c'est clair. D'ailleurs, ce sont les 2 priorités. Il existe la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui est basée à Luxembourg, donc avec plus de 4 millions de salariés. Et les projets qui sont aujourd'hui financés par la BEI sont des projets transition numérique et transition climatique. Donc, il y a plein de choses à faire, de belles choses. Donc, pour moi, l'UE, c'est vraiment une opportunité. Non, moi, je vais faire une réponse de Normand entre boulet et bouclier, un petit peu des deux. Alors, j'ai envie de dire, en faisant un bref histoire pour le secteur agricole, l'Europe a été pendant longtemps un bouclier, donc avec des mesures de protectionnisme, de gestion des crises, de régulation des marchés, qui a permis à l'Europe, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de retrouver sa souveraineté alimentaire et même au-delà en termes de production alimentaire. Donc ça c'est l'histoire. Depuis, on va dire,
l'aspect normatif de place et de temps sur nos exploitations. Je pense que n'importe qui a l'agriculteur qui nous demandait, il s'insurgera contre le temps qui doit passer à gérer. Je vois Anthony qui souffle le temps qu'on passe dans nos bureaux alors qu'on doit être avec nos animaux ou sur nos tracteurs pour faire simple. Donc, effectivement, de ce côté-là, un aspect lourdeur. Je pense que ça a été évoqué, les mois agricoles de ce début d'année en été illustration. Se poser la question pourquoi on est à 27 États avec des niveaux de vie, des arrivées dans l'Union qui sont très disparates et c'est la difficulté sans constitution. L'Europe n'est pas fédérale avec les constitutions. On travaille avec des traités de plusieurs institutions qui doivent cohabiter, donc qui prennent vraiment de temps. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un aspect lourdeur. Donc l'image du boulet est particulièrement à propos. Mais malgré tout, il y a un vrai sujet pour l'avenir qui est l'obtention des clauses miroirs. Donc, ce qu'on appelle les clauses miroirs en agriculture, c'est exiger que les produits qui rentrent en Europe respectent les mêmes normes que celles que les acteurs français respectent. Ça paraît évident quand on le dit, sauf que c'est pas le cas aujourd'hui, et je pense que c'est vrai pour tous les secteurs d'activité. Quand on parle de concurrence déloyale, donc là, ce manque de cohérence dans l'harmonisation interne, mais aussi au-delà des frontières européennes. Donc c'est un sujet qui est particulièrement travaillé et d'actualité dans le monde agricole aujourd'hui. Comment peut-on accepter comme produit bio qui arrive hors Union européenne puisse utiliser des produits que même en France traditionnelle on n'a pas le droit d'utiliser. On en est à ce point-là dans des incohérences sur ce qui se passe sur le terrain, et donc forcément après sur des questions de marché ça pose fortement problème. Donc ça c'est sur des aspects plus environnementaux, mais c'est le cas, comme l'a dit Clémence, sur les aspects sociaux. Quand on prend le niveau du SMIC français par rapport à n'importe quel autre pays européen, mais bien sûr ça pose des difficultés. Donc à un moment donné il va falloir quand même arriver à une harmonisation sur ces sujets-là pour arriver à trouver un petit peu de cohérence entre les politiques. Donc pour synthétiser, effectivement, un bouclier pendant longtemps, un boulet aujourd'hui, et l'espérance que ça reste quand même malgré tout un outil de protection des agriculteurs et aussi vis-à-vis des sujets de changement climatique. L'Europe, à travers la PAC, incite aussi et accompagne les agriculteurs à évoluer pour se sécuriser, se protéger face à ces évolutions. Merci. Alors, ces normes européennes, un vrai bouclier à la base, je rejoins Romain complètement. Mais en fait, les normes européennes sont les mêmes pour toute l'Europe, normalement. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, messieurs, là, en France, on arrive à normer les normes. C'est-à-dire qu'on a des normes qui sont communes pour tout le monde, mais d'un pays à l'autre, on arrive à les interpréter différemment. Et dans le pays, d'une région à l'autre, on arrive à les interpréter différemment. Et pire que ça, dans une même région, de département à l'autre, on arrive à interpréter ces normes différemment. Donc finalement, est-ce que ce bouclier ne pourrait pas devenir un boulet quand les interprétations sont différentes au niveau de la mise en œuvre? Parce que du coup, par exemple, je ne vais pas vous parler de ce qu'a parlé Romain puisque c'est déjà fait. Par exemple, la sécurité sanitaire, c'est un vrai bouclier pour les agriculteurs et le système agroalimentaire, avec les normes sanitaires au niveau de nous, par exemple, dans la ferme, au niveau de la transformation de nos produits. Les normes sanitaires, c'est un réel bouclier parce que quand on a l'appellation répond aux normes CE, UE, c'est génial parce que ça garantit des qualités, notamment sanitaires, aux consommateurs. Mais ce bouclier peut réellement devenir un vrai boulet parce que l'interprétation de la loi qui est faite en Aveyron peut être différente du Lot. Alors, d'une région à l'autre, n'en parlons pas. Et alors, en France, on est les top, les meilleurs en termes de règles, de lois à respecter. Donc, voilà, bouclier à la base. Donc, les normes, finalement, est-ce qu'on doit critiquer les normes? Je ne suis pas sûre, mais plutôt l'interprétation des normes, comment elles sont faites, peut-être c'est difficile. Et ensuite, au niveau du marché européen, opportunité ou menace, je rejoins mes confrères, réelle opportunité, parce que je pense qu'en France, on a un réel savoir-faire en termes de métier de bouche,
notamment la charcuterie, je pense que tout le monde va me rejoindre là-dessus, mais aussi, surtout non, mais pas que dans l'agricole, notamment dans l'industrie, notamment dans l'aviation, on a de réelles opportunités. Et du coup, toujours pour en revenir à l'interprétation des normes, comme tout à l'heure, et des lois, la menace, peut-être que tous les États membres ne respectent pas les règles de la même façon, les règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, sur l'aspect normatif, j'y reviens. Pour nous, c'est que des opportunités. On ne va pas assez vite. Nous, on fabrique donc des composants à partir de bois, à partir de massif qui est à côté. Donc, demain, déjà aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux clients du nord de l'Europe où l'impact écologique et sociétal, pour eux, c'est beaucoup plus important que nous. Ils ont déjà des mains à vendre, donc des normes encore plus, et encore plus des normes qui vont favoriser la transition écologique et énergétique. Donc il faut que l'Europe en mette plus et plus vite. Ça, je crois que vous avez compris. Après, en termes d'opportunités, mais bien sûr, alors la première opportunité, c'est vous, c'est les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, 20 ans et 10 ans, la capacité qu'a mis l'Europe à ce que les jeunes échangent, soient formés, et la même langue, aujourd'hui, on peut converser très rapidement. Et ça, c'est une richesse énorme. C'est-à-dire, c'est le développement du business. C'est-à-dire que aujourd'hui, avoir 25 ans en Pologne, en Espagne, au Portugal, à 25 ans, on peut communiquer immédiatement. Et donc ça, c'est une vraie opportunité de business. Et ça, c'est grâce à l'Europe. Donc, tant mieux. Et donc, juste pour finir, nous, comme on a une croissance, on a triplé le chiffre d'affaires en 10 ans. Et et la partie Europe a fait x5. Et c'est que le début. C'est-à-dire que pour moi, l'Europe, on ne devrait pas en parler. Pour moi, mes enfants, ils ne sont pas français, ils sont d'abord européens. Voilà. Pour le libre-échange et pour le business. Ouais. Alors, moi, d'une part, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les normes sont plus complexes qu'avant, parce qu'avant, on avait des approches qui étaient totalement sectorielles. Il y avait l'industrie d'un côté, l'agriculture, la santé publique, l'environnement, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus transversal. Donc, par nature, c'est la société qui veut ça. Hein. C'est qu'on a changé d'approche. Qui Europe, d'ailleurs. Même les lois françaises sont comme ça. Deuxièmement, il est évident que le choix des normes que font les pouvoirs publics vont tuer certains secteurs économiques. Hein. Le mec qui était sur les chaudières à mazout, il sait que il vit ses derniers instants, quoi. Voilà. Les voitures thermiques, voilà. On sait que 2035, il y a un horizon qui est déjà posé. Après, est-ce qu'on y a jusqu'au bout, ça c'est autre chose. Mais donc voilà. Par contre, c'est facilitateur, et c'est ça l'enjeu des normes, c'est de faciliter certaines évolutions. Après, la question, c'est quels moyens on met derrière les normes. Enfin, je veux dire, je comprends. Alors, je connais bien le milieu agricole. Je sais que on demande au monde agricole de changer de référentiel. Si ce n'est que la PAC, elle se fait un budget constant. Et encore même, c'est un budget qui régresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires pour proposer un accompagnement en fait, dans l'évolution. Tous les acteurs économiques agricoles, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, vont peut-être pas pouvoir évoluer. Enfin, celui qui avait choisi l'élevage en batterie, qui en était jusqu'au cou sur 2 décennies, changer de modèle, ça va être compliqué. Quoi. Donc, il y a cette réalité-là. Et donc, effectivement, je comprends que certains vivent les normes comme une contrainte, mais en tant qu'usager, est-ce que vous n'êtes pas heureux d'avoir, par exemple, toutes les structures publiques ou privées, le RGPD, je vais être clair, ça fait chier tout le monde. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, les données, c'est un vrai enjeu, c'est une économie. Moi, j'ai vu une mairie à côté de chez moi, qui s'est fait pirater toutes ces données, notamment toutes les données liées aux cartes d'identité, c'est-à-dire toutes vos données personnelles. Et ça, c'est des trucs qui se baladent sur Internet aujourd'hui. Mais comme certains hôpitaux sont fait hacker. Donc, c'est vrai que l'Europe, de ce point de vue-là, effectivement, est extrêmement vigilante parce qu'on sait qu'une partie de l'économie, ça sera l'économie du numérique et qu'il faut créer des garde-fous face aux GAFAM, face aux plateformes, etc. Et effectivement, il faut poser des normes. Alors c'est vrai, moi je vois même en tant que gestionnaire d'association, ça m'emmerde, mais parce que je n'ai pas la technicité, qu'il a fait que je prenne un prestataire pour nettoyer tout ça, etc.
Bon, mais en même temps, bon, est-ce qu'il n'est pas légitime? C'est normal. Après, la question, c'est effectivement comment trouver l'adaptabilité entre la norme et la réalité pour faciliter la. Parce que parfois, quand on fait des normes trop dures, on finit par pas les appliquer. En effet, regardez la réglementation sur l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. C'était une réglementation qui date de 75. On n'est toujours pas carré. Voilà. Donc c'est vrai que de temps en temps, il faut se poser la question de l'acceptabilité de la norme. Il ne faut pas céder sur l'objectif. Voilà. Sophie, tu veux un mot aussi également? Oui, juste un petit mot à ce niveau-là. Ben moi, pour moi, le marché européen, évidemment, c'est une opportunité, hein, parce que le fait qu'il y ait de plus en plus, il y a quand même, pour le programme Erasmus 2021-2027, il y a 26 milliards d'euros qui ont été mis à disposition, on va dire, des jeunes et des organismes pour pouvoir justement arriver à ce que il y ait des choses qui se fassent, de l'innovation, permettre donc tout ce qui est bien sûr transition climatique et numérique. Et donc, ça ne va que dans le sens positif, à mon sens. Le fait que les jeunes puissent partir, et tout type de jeunes, que ce soit des jeunes entrepreneurs, que ce soit des apprentis et des lycéens, des étudiants. Donc, voilà, ils sont la force de demain, hein. Après, au niveau des normes, moi, je vous rejoins aussi sur le fait que il est nécessaire d'avoir des normes pour fonctionner. On ne peut pas. Voilà. Donc, pour moi, l'Europe, le marché européen est une opportunité, c'est certain. Merci. Super, merci. Merci. On peut applaudir nos intervenants. Moi, j'avais juste une question parce que je m'étais confronté à une époque, j'étais chef d'entreprise, et notamment, il n'y a plus de papier, le presse qui se fabrique en France. Et les fonds européens avaient servi à fournir des machines importantes au Portugal et en Espagne. Et il y a du papier qui se fabriquait beaucoup dans les Alpes. Il en reste un petit peu dans les Vosges et dans les Landes sur des papiers bien spécifiques. Et j'étais allé à l'Espagne, à l'usine, puis je travaillais avec les Espagnols. Et je lui ai dit, oulala, vous faites les 3-8. Il m'a dit, non, non, nous, on fait les 2-12. Alors la question, c'était, est-ce que l'Europe sociale, elle se fait, elle avance, ou est-ce qu'elle continue à avoir ces disparités et qui sont dangereuses un petit peu, puisqu'on n'a pas les mêmes coûts de prix d'entrée. Qui est inspiré? Moi, le revenu minimum en Bulgarie est à 300 €, au Luxembourg à 2005. Bon, c'est ça. Après, l'Europe, alors c'est que, techniquement parlant, pour faire la paix, on a choisi un outil simple, on se dit il faut européaniser l'économie. En fait, il faut qu'on soit interdépendant. Alors, on a choisi l'économie, ce n'était pas un choix philosophique, c'est un choix stratégique. On s'est dit c'est plus simple. Parce que je rappelle qu'en 1954, on s'était dit on va faire une armée commune, hein, ça a foiré. Et plus on avance dans l'économie, de toute façon, plus on est obligé d'aborder la question sociale. Regardez l'histoire du travailleur détaché, par exemple. Aujourd'hui, la question du statut qui vient d'être voté au Parlement européen des travailleurs de plateforme, hein, donc avec la présomption de salariat. Donc on va y arriver. Le problème, c'est que c'est plus l'ordre social parce qu'on a une énorme diversité de situations. Vous savez, en France, on parle du SMIC. Hein. Donc, c'est-à-dire, il y a une loi qui définit ce qu'est le salaire minimum et après les branches adaptent. Il y a des pays, la Suède par exemple, il n'y a pas d'existence légale du SMIC parce qu'il n'y a que les branches professionnelles qui définissent des accords sur les salaires. Donc, il est impensable chez eux que ce soit la loi qui s'en occupe. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a toutes ces diversités à traiter. Ça mettra du temps. On a encore, vous voyez, par exemple, on parlera de la jeunesse. On y arrivait pour les universités. Et dans les 10 ans qui viennent, on aura des universités européennes. Vous ferez une partie de votre formation dans un pays, vous finirez dans un autre, etc. On est déjà sur ce point-là. Par contre, pour prendre un exemple, j'ai pris un stagiaire, moi, qui venait de Belgique. Et là, alors c'est très simple. En France, plus de 3 mois, vous êtes obligé de rémunérer. Hein. Si ce n'est que l'école belge me dit, ah ben non, nous, on ne paie pas chez nous.
Les stagiaires ne sont pas rémunérés. Et je fais quoi? Bon, au final, on a pris l'apéro, on s'est mis d'accord, on a signé une convention de stage et la case rémunération, on l'a laissée en blanc. Donc chacun l'a rempli de son côté comme il souhaitait le faire. Bon, je ne vous dis pas que c'est carré juridiquement, hein, mais finalement, c'est comme ça qu'on a fait. Quoi, voilà. Mais voilà, et tout ça, ça reste voilà, la question du statut des maîtres de stage en Europe, elle n'est pas la même d'un pays à l'autre. Donc là aussi, il faut harmoniser. Donc il y a énormément de choses à faire. Après, la question qu'il faut se poser, c'est là où politiquement c'est difficile, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter dans le cas de l'harmonisation. Si, non, je dis ça parce que souvent les Français, on se dit, c'est comme avec mon ex-femme, c'est on discute, mais à la fin, c'est moi qui ai raison. Bon, pensez pas qu'il y a un passif entre nous, hein. Mais voilà, si on se met autour de la table, ben, c'est comme les accords de libre-échange. Vous n'avez pas signé des accords avec des pays et vous êtes toujours gagnant. À un moment donné, il y a une deal. À moi. Bon, alors, le problème du monde agricole, c'est qu'ils ont l'impression que ce sont toujours les mecs qui payent la chambre. Parce qu'on fait pas ça, on fait passer d'avant l'industrie. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Sur le Canada, c'est pas forcément vrai. Mais après, je peux comprendre. Voilà. Mais on a ces difficultés-là. On a nos propres problèmes de cohérence. Comme vous disiez qu'on n'est pas souverain en termes alimentaires. Moi, j'étais halluciné de voir au moment, qu'à un moment donné, on n'a plus de moutarde en France. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi la France, qui était producteur, arrête de produire? Ben parce que les aides de la PAC sont pas assez incitatives pour faire la moutarde, donc les gens préféraient faire autre chose. Donc au final, on s'est nous-mêmes mis totalement dépendants du Canada. Mais ça ne vient pas d'Ukraine, pour une fois. C'était venu du Canada, donc avec un gros épisode climatique, une très forte baisse. C'est là où j'ai découvert la moutarde polonaise, puisque c'est les seuls trucs qu'il y avait en rayon. Et j'étais bien content qu'Amora revienne sur le marché quand même. Même si finalement les graines effectivement, elles sont faites au Canada pour l'essentiel. Mais vous voyez, c'est nous-mêmes qui avons choisi de construire notre propre dépendance. Alors parfois, ça a notre avantage. Hein. Là, je reviens de Slovénie, par exemple. Le premier produit exporté par la Slovénie, vous savez ce que c'est? C'est la Renault Clio. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. J'avais juste une petite réaction à la question qui était posée sur la construction sociale. Je pense que le mot qui est important pour moi là-dessus, c'est que l'Europe, c'est la construction européenne. Et on est toujours là-dedans. Si on prend un petit peu de hauteur, l'Europe est extrêmement récente. Dans le temps de l'histoire, c'est extrêmement récent. Donc, effectivement, bien sûr qu'on aimerait que ça aille plus vite. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'être dans cette dynamique-là. Pas suffisamment dynamique, peut-être, mais on reste bien toujours dans la construction européenne et dans l'avancée sur tous les sujets qui nous préoccupent pour le monde agricole comme les autres secteurs de l'économie. Donc, ce terme-là de construction européenne, je pense qu'il ne sera jamais fini, finalement. Quoi. Merci. On va passer à la thématique jeunesse. On va passer donc aux jeunes. La jeunesse qui, historiquement, est un parent pauvre un peu des politiques européennes, bien que c'est changé quand même récemment avec des budgets un peu plus importants. C'était souvent une politique qui était plutôt nationale. Alors, j'aurais une question peut-être pour Sophie. Quels avantages, est-ce que tu peux te parler un peu du processus Erasmus+, des stages à l'étranger, les avantages peut-être pour les jeunes et pourquoi pas pour les entreprises qui derrière vont les employer? Très bien. Ouais, donc Erasmus, donc depuis 2014 maintenant, Erasmus s'appelle Erasmus+. Alors pourquoi Erasmus+? Parce que ça regroupe maintenant, on va dire, tous les programmes européens à destination des jeunes pour promouvoir leur mobilité au niveau européen et au niveau international. Alors, donc, il y a en fait, au niveau d'Erasmus, il y a deux grands dispositifs. Un dispositif, on va dire, éducation formelle, éducation-formation. Donc, ça, l'agence est basée à Bordeaux. Et donc, c'est ce qui va concerner les établissements scolaires, les lycées professionnels, les centres d'apprentissage, les centres de formation d'apprentis, également les universités. Et donc là, on va parler de mobilité scolaire, de mobilité professionnelle, de mobilité enseignement supérieur. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, le deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle l'éducation non formelle.
donc sous le label Erasmus+, Jeunesse et Sport. Et donc là, c'est un label qui va promouvoir et favoriser l'engagement citoyen et la participation active des jeunes. Voilà. Et ça, c'est mis en place avec les jeunes et les associations jeunesse, voilà, pour permettre l'insertion des jeunes les plus éloignés, on va dire, du marché du travail, quelque part, les jeunes qui rencontrent le plus de difficultés. Et alors, dans chacun de ces volets, de ces deux dispositifs, donc je vais reparler du deuxième puisque j'ai évoqué le premier déjà. Dans le volet éducation non formelle, on a plusieurs possibilités. On a l'échange de jeunes, hein, qui permet à des jeunes entre 13 et 30 ans de pouvoir, pendant des congés scolaires, ça ne va pas être pendant le temps scolaire du coup, puisque c'est non formel, de pouvoir aller se former sur une thématique, par exemple en Slovénie, sur la citoyenneté, sur la transition climatique ou le développement numérique. Voilà. Donc ça, c'est super chouette pour les jeunes. C'est une semaine de mobilité. Alors ensuite, il y a ce dont j'ai parlé au tout début, c'est la participation des jeunes à l'action culturelle et citoyenne. Donc ça se fait avec des acteurs locaux, régionaux et aussi européens, hein, en fonction du desiderata des jeunes. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Alors, il y a un dispositif sympathique aussi pour les jeunes, c'est toujours dans le non formel, quelque chose qui s'appelle Discover EU, qui permet à des jeunes dans leur année dans l'année de leurs 18 ans de pouvoir voyager en train à travers l'Europe. Voilà, sur de 1 à 30 jours. Donc, c'est un beau dispositif. Alors, moi, c'est vrai que je travaille davantage sur tout ce qui est éducation formelle, hein, puisque je travaille dans des écoles, pour 2 écoles, le lycée de la CCI du Gard et le GC, le réseau EGC et le GC de Nîmes et EGC Occitanie. Donc là, on est vraiment sur la mobilité des jeunes au niveau professionnel, les stages en entreprise, hein, puisque un stage en entreprise, pour un jeune, il peut partir on démarre à 3 semaines, hein, 3 semaines de stage pour les plus jeunes à partir de, nous, on les envoie à partir de 15 ans, hein, en stage en entreprise, on les envoie sur 4 semaines. Et puis, ils peuvent passer une année complète en stage à l'étranger. Voilà. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de normes au niveau des paiements, hein, enfin des règlements des jeunes. En France, les jeunes en lycée pro sont maintenant, c'est tout nouveau, rémunérés quand ils partent en stage en France, faire leur stage en France. Par contre, quand ils partent, moi j'en envoie prochainement au mois de juin, j'en envoie 14 sur des métiers de l'accueil, par exemple. Donc, j'en envoie 7 en Croatie et 7 en Espagne. Et donc là, non, ils vont pas. Alors, ils seront quand même rémunérés par l'État français. Donc, ça fait partie des nouveautés, mais pas du tout par les entreprises européennes, hein, parce qu'ils ont aussi à se former. Et donc, ils ont. Voilà. Super pour eux qui sont rémunérés. Merci Sophie. Je suis désolée, je me coupe un petit peu parce que si on veut balayer l'ensemble des questions, on va essayer oui. des réponses un peu plus courtes pour les prochaines. Donc, je saute de suite sur la question suivante et on commencera par Corentin. Les jeunes sont-ils suffisamment présents ou représentés, voire impliqués dans les processus décisionnels européens selon vous? Alors, oui, on est forcément représenté parce que déjà, l'Europe, c'est important pour nous les jeunes. Moi, j'ai pu faire une partie d'Erasmus lorsque j'étais à l'école, bénéficier d'un programme Erasmus. En plus de ça, par exemple, nous, ce qu'on propose, c'est que les entreprises, généralement, elles sont engagées avec des nouveaux acteurs, des acteurs qui se mettent en valeur et qui se différencient par leur force de proposition. Donc, on peut compter sur les jeunes aujourd'hui. Je sais que les PME comptent sur les jeunes parce qu'il faut aussi savoir se renouveler dans un monde où tout va de plus en plus vite. Et à l'image du numérique aussi, aujourd'hui, c'est tout ce que les nouvelles générations on est un peu plus en avance comparé
aux anciennes, c'est un fait là-dessus. Donc, du coup, les entreprises misent dessus. Donc, pour moi, oui, on est intégré à l'Europe et enfin, aux entreprises européennes, du moins. Et puis, voilà, on est représenté. Et puis, même quand on voit aujourd'hui toute école, que ce soit les écoles de commerce, les écoles d'ingé qui proposent des programmes d'échange, aujourd'hui, il y a vraiment, enfin, les gens qui font partie de ces écoles-là, il y en a très peu qui ne font pas d'échange académique, même de stage étranger. Donc, on sait le valoriser, que ce soit en France ou en Europe. Donc, je trouve ça très bien. Merci. Si je peux juste rebondir là-dessus, moi je rencontre de plus en plus de jeunes, moins de 30 ans, qui sont digital nomades. Ils se baladent, ils travaillent, moi au Portugal, moi à Bruxelles. L'Europe, c'est sans problème. Ils n'ont pas de soucis de frontières, de frontières, et ils bougent et ils vivent. Sur la jeunesse, je voudrais un point un petit peu plus particulier pour commencer. Je trouve que politiquement, au niveau européen, mais aussi français, la jeunesse n'a pas été suffisamment considérée, notamment dans l'après-Covid. La période Covid, je pense, a été particulièrement dure pour la jeunesse qui a besoin, je veux dire, peut-être encore plus de sociabilité, de mobilité, tout ce qui était limité pendant la période de la pandémie. Et derrière, je trouve qu'il n'y a pas eu forcément une attention trop particulière pour ce public-là, qui a, de mon point de vue, quand même beaucoup souffert des restrictions pendant cette période. Ça, c'était plus un aparté. La difficulté de la représentation de la jeunesse est toujours la même. Peut mobiliser dans les élections, c'est le public qui vote le moins, donc qui est malgré tout, parce qu'il vote pas beaucoup, moins considéré, parce qu'il représente moins d'électeurs. Je suppose, je ne suis pas responsable politique, mais malgré tout, c'est pas le public qui vote le plus, donc qui n'est pas forcément le plus considéré. Malgré tout, des organisations comme la JCE ou comme celle que je représente pour les agriculteurs essayent de défendre les intérêts et véhiculer, en tout cas de défendre les intérêts de cette jeunesse-là, pour nous plutôt rurale, malgré tout, avec des spécificités de la jeunesse rurale, d'accès aux moyens de communication qui est une des limites dans nos régions, que ce soit physique ou numérique. Après, on a malgré tout, je veux dire, pour la jeunesse purement agricole, des soutiens spécifiques. Alors, je suis vraiment jamais assez consistant, mais qui malgré tout sont quand même importants. Et on a obtenu dans la dernière programmation BAC le doublement des moyens financiers qui doivent être dédiés à la jeunesse. Donc, on peut toujours se plaindre, on peut toujours en demander plus, mais malgré tout, en tous les cas, spécifiquement pour aider les jeunes acteurs qui voudraient se lancer dans le métier, des avantages qui sont quand même importants. Alors, les jeunes sont-ils suffisamment présents ou représentés? Moi, je rejoins complètement Romain, c'est que c'est pas où, c'est que s'ils ne sont pas présents, ils ne seront pas représentés. Donc, dans le sens où qu'on soit jeune ou pas, si on ne s'implique pas, si on ne va pas faire part de sa décision, de ce qu'on pense, on ne sera forcément pas représenté. Donc oui, notamment dans les élections, mais si on ne va pas voter, on ne sera pas représenté. Tout à fait. Et ensuite, pour ce que disait M. Mehdi, est-ce que au niveau de l'européen, les jeunes, on a vachement de mise à disposition, que ce soit dans les écoles, tout ça, pour des échanges européens, pour voyager, etc. Non, si on veut être présent et si on veut aller voir ailleurs et aller se renseigner sur les questions européennes en se déplaçant, on peut si on veut. Alors, sur la représentation des jeunes, moi, je pense qu'elle est beaucoup trop faible. Et qu'on ne va pas assez loin, je pense qu'au niveau déjà scolaire, le post-Covid a limité les échanges, et surtout sur les familles les moins favorisées. Et je pense que là, on est revenu un peu en arrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements scolaires, que ce soit les voyages scolaires, sortir les jeunes de leur... je veux dire, l'Europe a un vrai atout à jouer. Et je pense qu'on va pas assez loin. C'est-à-dire que, je pense qu'ils ne sont pas représentés. Je suis d'accord avec vous. Il faut le vouloir, mais aussi il faut que nous, qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'on
on devrait presque, au niveau du collège, du lycée, que ça soit un impératif. Avant d'avoir le bac, on est passé 2 mois à l'étranger. Voilà. Et ça, je pense que certains pays le font beaucoup mieux que nous. Les pays européens, c'est très facile au niveau de la langue. Vous allez en Hollande, ils parlent déjà 3 langues à 15 ans. En France, c'est pas le cas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et que justement on permette qu'on impose, pas qu'on impose, mais que ça soit dans le cursus scolaire. Aujourd'hui, l'anglais, le nombre d'heures, on fait plus de sport que d'anglais ou d'espagnol. C'est bien le sport, mais je pense qu'on pourrait faire peut-être plus d'heures. On le fait sûrement beaucoup trop tard, c'est-à-dire primaire, il faudrait commencer dès la primaire à avoir une deuxième langue. Donc, je pense qu'on ne va pas assez loin pour favoriser l'échange des jeunes, et il faut qu'ils soient plus représentés. Alors, 75% des jeunes n'ont pas voté au premier tour des dernières élections législatives. Alors, c'est pas, je veux dire par là que le problème de la participation des jeunes n'est pas propre aux élections européennes. D'ailleurs, je pense qu'il y aura plus de jeunes qui voteront aux élections européennes que les abstentionnistes du premier tour des législatives. Donc, il y a un problème structurel de la socialisation politique des jeunes. Alors, peut-être que l'offre leur fait pas envie. Peut-être qu'ils considèrent aussi, alors moi je suis frappé, parce que je discute, enfin, on intervient beaucoup auprès des jeunes, c'est qu'en fait, pour eux, l'Europe, c'est des acquis, parce qu'ils n'ont pas connu l'avant. Quand vous leur expliquez, alors je ne parle pas de leur expliquer de Minitel, hein, mais quand vous leur expliquez effectivement qu'avant, quand on allait en Espagne, il fallait passer à la banque, changer, etc., les frais de change, les bidules, etc., que quand on avait l'erreur, on faisait l'erreur de téléphoner avec son téléphone en Espagne, on se retrouvait avec une facture de téléphone prohibitive. Non, mais ils n'ont pas connu ça. Donc effectivement, vous avez du mal à leur expliquer ce qu'ont été les bénéfices de l'Europe. Après, les jeunes sont quand même plus européens dans leur culture que notre génération. Moi, je suis un boomer. Hein. Voilà. Et c'est vrai que là-dessus, moi, ils croient plus à l'Europe que nous, même s'ils sont déjà désabusés de l'Europe. C'est un truc assez paradoxal. Alors, par rapport à ça, que veut faire l'Europe? Que fait l'Europe? Alors, d'une part, effectivement, il y a Erasmus. Effectivement, Madame Douceron en parlait. C'est bien de parler du fait que Erasmus a été créé pour les étudiants et aujourd'hui, ça va bien au-delà des étudiants. Aujourd'hui, là où Erasmus se développe le plus, c'est les collèges et les lycées. Les lycées agricoles, par exemple, si on prend dans l'Aveyron, sont très dynamiques sur les mobilités Erasmus. Alors là, on parle de mobilité de stage. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que comme dans le secondaire, c'est pas harmonisé à l'échelle européenne, on peut faire que des mobilités courtes. Vous ne pouvez pas les faire un semestre dans un lycée, dans un autre pays de l'Union européenne, parce qu'il n'y aura pas de validation. Ce qu'on peut faire à l'université, parce qu'on a créé un système standardisé avec les ECTS, etc. Donc, ce qui permet effectivement d'avoir des validations. Alors, on ne va pas jusqu'à la reconnaissance automatique des diplômes, mais de toute façon, on va y arriver. On va y arriver. Donc, effectivement, il y a cette mobilité-là. Il y a le volontariat européen, ce qu'on appelle le Corps européen de solidarité. C'est une espèce de service civique. Hein. Jusqu'à 30 ans, vous pouvez faire un service civique européen dans un autre pays de l'Union européenne sur les missions d'intérêt général. Enfin, l'Europe fait le pari de la jeunesse, puisque on a quand même pas mal d'investissements, notamment via le FSE, pour aider les jeunes dans leur insertion économique. Je rappelle quand même qu'une grosse partie des financements des missions locales, des écoles de la deuxième chance, tout ça, c'est pour partie des financements européens. Et pendant la crise Covid, l'Europe a mesuré 2 choses. Un, que ceux qui risquaient d'être les premières victimes du choc économique qu'on attendait à l'époque, même si finalement il a été à hauteur de ce qu'on attendait, c'était la jeunesse. C'est pour ça que tous les dispositifs, là, un jeune, une solution, c'est quand même l'Europe qui l'a financé via le plan de relance européen. Je dis ça parce que actuellement, l'État est en train de supprimer les aides sur les contrats de professionnalisation. Tout simplement parce que jusqu'en 2023, c'était l'Europe qui payait, ce n'était pas l'État. Voilà. Donc tous ces dispositifs d'aide, notamment l'apprentissage, effectivement, ont été sur cette période financés par l'Union européenne. Et deuxième constat qu'on a fait à l'époque, on a tous été confinés, on a tous vécu ça, notamment le premier confinement, c'était le problème du numérique. On a un système éducatif qui était, moi d'ailleurs, ça à cette époque-là, j'étais hyper Zoom, vraiment, c'était abstrait pour moi, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a d'énormes investissements dans les systèmes, dans les appareils, les institutions formatives, éducatives, pour développer effectivement les usages du numérique, effectivement, parce que
on n'est pas à l'abri, un jour, d'avoir une autre crise sanitaire de ce type-là. Hein. Donc, alors après, comment l'Europe écoute les jeunes? Alors, c'est vrai qu'il y a des dispositifs, effectivement, qui sont prévus. Donc, il y a une stratégie européenne de la jeunesse. Alors, parfois, c'est un peu gadget, je pourrais dire, mais ceci étant, c'est parfois intéressant. Enfin, même l'administration européenne, toute technocrate qu'elle soit, est bien consciente de ses limites dans sa capacité à écouter les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent intéressés par une relation directe avec des représentants de jeunes pour avoir une vision qui ne soit pas déformée par des prismes organisationnels et pouvoir entendre effectivement ce qu'est le vrai vécu des jeunes et ce que sont leurs attentes. Alors, après, je ne veux pas vous dire, c'est pas parce que le jeune s'exprime qu'il est forcément entendu, puisqu'il faudra tenir compte d'un partenariat assez complexe, comme on l'a déjà évoqué. Mais ceci étant, effectivement, il y a cette volonté-là, et bien, puisque l'Europe a compris que son avenir, c'était la jeunesse, ce n'est pas les vieux. Les vieux, voilà, ils partiront les premiers, hein, mécaniquement parlant. Voilà. Les derniers seront les premiers. On a parlé des facteurs économiques, des facteurs institutionnels, pardon. Je vous lancerai plus sur une thématique un peu plus économique. Donc, d'après une étude donc, de la BPI France qui est parue en 2002, donc qui est intitulée donc Dessiner la société de demain, pardon, regard croisé des 18-25 ans et des dirigeants de PME et TI. Les jeunes et les dirigeants d'entreprise peinent parfois à se comprendre et notamment au regard de leurs attentes respectives. L'étude indique que les chefs d'entreprise ont régulièrement une image faussée des attentes des jeunes. 9% d'entre eux pensent que les 18-25 ans ont l'intention de courir de poste en poste, alors qu'ils ne sont que 13% à adopter ce comportement. La grande majorité est en la recherche donc d'un emploi dans la durée et souhaitant obtenir un CCI. Un CDI, pardon. La journée. J'ai une question dont on parlait un peu tout le monde sur cette thématique, un peu entre les jeunes et l'entreprise. Quelles sont peut-être les difficultés entre les générations, peut-être les difficultés intergénérationnelles au travail, peut-être dans le recrutement, dans l'implication au travail? Est-ce que vous en voyez, vous ne voyez pas? Est-ce que c'est un peu surjoué ou pas? On commence par le commentaire, on essaye de faire un peu plus court, de façon à pouvoir peut-être avoir la question du public. Alors, c'est une bonne question parce que moi, je travaille en famille, donc intergénérationnel, je connais, voilà. Non, je trouve que chaque génération est comme elle est. La nôtre, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui cherchent à avoir son temps personnel et divisé avec son temps de travail. Ça cherche de plus en plus, c'est un équilibre au travail qui est aujourd'hui au niveau des ressources humaines de plus en plus recherché dans n'importe quelle entreprise. Mais à côté de ça aussi, les nouveaux managers, ou même les anciens managers, s'ouvrent de plus en plus, je pense, aux jeunes et cherchent à comprendre le pourquoi du comment pour les garder avec eux. Au niveau du recrutement, je pense que chaque entreprise recrute en fonction de ses valeurs. On recherche aujourd'hui des jeunes qui ont les mêmes valeurs que prône l'entreprise, tout simplement. Donc, en fait, tout le monde peut s'y reconnaître. En fait, on cherche un emploi. Les jeunes, nous, on cherche un emploi où on va se reconnaître, une entreprise où on va se reconnaître, quelque chose dans lequel on va pouvoir s'identifier. Et je pense que tout simplement, si on trouve le bon emploi, qui n'est pas forcément facile à trouver, on peut s'épanouir et tout simplement, après, il y a plus de questions de temps au travail. Moi, je crois qu'il faut. Ça marche. Il semblerait que ça marchait. Oui, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Chaque cas est un cas. Moi, j'interviens souvent sur les jurys écoles de commerce ici à l'EGC et sincèrement, je suis scotché chaque fois pour le sérieux, le professionnalisme de ces jeunes qui rentrent de stage à l'étranger ou qui vont enclencher un master suivant. Voilà, après, les recrutements, ils sont compliqués aujourd'hui, je pense, pour tout le monde, tous les secteurs d'activité, tous les dirigeants. Ce n'est pas uniquement une question d'âge des recrutés. Moi, je commencerai en relevant l'évolution du marché du travail pour les jeunes qui sortent d'études, en tout cas pour ceux qui recherchent un premier travail. J'ai 35 ans aujourd'hui, je discutais avec mon frère qui a 8 ans de moins que moi et je suis stupéfait de sa vision à lui par rapport à celle qui était la mienne, les difficultés de chômage pour la jeunesse qu'on a pu connaître pendant longtemps et qui aujourd'hui ne sont plus le cas. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup sont déjà embauchés avant même d'avoir terminé leurs études, si le stage c'est bien déroulé. Pour faire simple, c'est peut-être un petit peu schématique, mais
notamment en Aveyron où le taux de chômage est particulièrement bas, et en tant que chef d'entreprise, c'est plus une difficulté, même si c'est une bonne chose sur le plan économique, mais en tant que recruteur, le rapport de force s'est quand même profondément modifié, avec des attentes qui ont beaucoup évolué. Je partage ce qui a été dit par le premier intervenant. La notion de disposer de temps est vraiment quelque chose, je trouve, de marquant aujourd'hui pour les plus jeunes, dans l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Pas forcément rechercher le meilleur salaire, mais l'emploi qui répond le mieux à ses attentes en termes d'organisation de travail, de qualité de vie, de qualité de famille. Donc ça, c'est, je trouve, une évolution assez nette par rapport à ce que j'ai pu connaître personnellement. Donc, dans la question, il est précisé que les chefs d'entreprise ont une image de jeunes qui veulent faire de poste en poste et pas forcément de CDI à long terme. Mais les jeunes, comme les moins jeunes, quand ils se plaisent à un endroit, que ce soit dans le travail ou dans le sport, mais surtout dans le travail, ils n'ont pas envie de bouger. Et donc, finalement, la question que je me vraiment celle d'avant, c'est de dire, les jeunes qui sortent, par exemple, de l'école d'ingénieur à 25 ans, qu'on leur dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Eh bien, on ne sait même pas. On ne sait même pas parce que dans la formation, on n'a même pas été voir, on ne sait même pas ce qu'on aime faire. Donc, en fait, les jeunes, ils vont de poste en poste, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils aiment, tout simplement. Donc, peut-être que là, l'Europe a encore peut-être des efforts à faire non, gentiment, de dire de permettre aux jeunes d'aller plus qu'à l'étranger, mais surtout dans les entreprises, et donc d'aider les entreprises peut-être à prendre ces jeunes, parce que ça a un coût aussi, à prendre ces jeunes pour les sensibiliser à ce travail. Quels que soient les travaux, juste pouvoir un peu, quelque part, donner le goût à l'effort à des jeunes, parce que voilà, quand ils sortent de l'école, quand on sort de l'école et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est quand même problématique. Donc forcément, après, on ne peut qu'aller de poste en poste. Donc peut-être il y a aussi de faire attention à la formation de ces jeunes, de leur permettre d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, et plus que juste aller voir, peut-être de s'intégrer, d'essayer de travailler pour avoir le goût, et du coup de dire en sortant, eh bien, pour rester à un endroit qu'on s'y plaise. Alors plus globalement, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, recruter en fait en tant que entreprise, c'est plus moi qui recrute en fait, c'est le futur collaborateur qui nous recrute en fait. Donc aujourd'hui le paradigme il a changé. On parle de marque employeur, que ce soit jeune ou autre d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui je vais pas. Et après la vraie question, c'est que est-ce que la normalité aujourd'hui ce serait pas de dire justement, est-ce qu'il faudrait pas plutôt changer plus souvent de travail pour s'enrichir personnellement? C'est peut-être ça la normalité, que de rester 15 ans dans la même structure. Nous, on a construit un management qui est assez participatif et qui, justement, part du principe que vous passiez 2 mois, 15 ans dans notre entreprise, pendant 2 mois, vous allez apporter pendant 2 mois. Et celui qui est resté là 15 ans, c'est très bien aussi, mais il faut que ce soit un choix. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la normalité, on peut pas, aujourd'hui, pour moi, la normalité, c'est plutôt découvrir, on a une aspiration via la communication à découvrir plus de choses. Et je trouve ça très, très bien, qu'on soit jeune ou pas. Et après, je rejoins ce qui a été dit, Christophe aussi, je pense qu'il faut surtout pas mettre des gens dans des cases. C'est-à-dire que nous, en 10 ans, aujourd'hui en 1970, on a dû avoir, je comptais justement avant la réunion, on a eu 85 apprentis ou stagiaires, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 3 qui sont restés et 2 qui sont revenus, et je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on voilà, et on a des nouvelles dès 78, quoi. C'est-à-dire que le sujet, c'est que moi, réellement, la normalité, c'est amener de l'ouverture, apprendre, transmettre du savoir et donner envie. Peut-être après aussi de faire autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai le cas aussi de gens de jeunes aussi, qui ont démarré chez nous, et surtout, on les a poussés à faire autre chose pour aller. Alors, peut-être c'est pénalisant pour l'organisation de l'entreprise, mais alors, pour la richesse humaine, je veux dire, au contraire, avoir différentes expériences entrepreneuriales ou salariales, je veux dire, on le récolte après, on voit bien
À l'inverse, aujourd'hui, le profil des personnes qui reviennent, c'est 35 ans, entre 35 et 45 ans, premier enfant. À l'inverse, qui ont fait leurs études, ils reviennent quand ils vont dans l'Aveyron, mais ils restent parce que justement, c'est un choix de se sédentariser. Mais s'ils n'étaient pas partis à 15 ans, enfin, à 25 ans, ils reviendront. Voilà. Alors, je ne suis pas non plus représentatif parce que je suis une association. Alors déjà, je ne paye pas bien. Je le dis d'entrée. Donc, je suis obligé de jouer sur autre chose. Et l'autre chose, c'est le management, c'est l'ambiance au travail, parce que c'est ma seule ressource. Alors, et en plus, j'ai de la chance. Je suis dans une ville universitaire. Donc, il y a plein de gens qui se forment aux relations internationales. Donc, j'ai l'embarras du choix. Après, moi, je suis d'accord sur il y a les différences générationnelles. Moi, en 86, quand je suis sorti, j'ai eu le bac. C'était le pire du chômage de masse chez les jeunes. Donc, le climat de l'emploi chez nous c'était voilà. Aujourd'hui, les jeunes sont dans un climat plus favorable. Voilà. Et mon père me racontait qu'à son époque, il changeait de boulot le lundi, il trouvait un autre employeur le mardi. Bon, donc c'est vrai que ça a des effets. Je pense qu'en termes de management, il faut savoir évoluer. On a encore des vieux trucs. Enfin, c'est pas du management, c'est la gestion du personnel. On en est parfois encore là. Voilà. Après, moi, là où je suis étonné, par contre, c'est qu'on a des jeunes qui sont éclatants, d'une qualité extraordinaire. Par contre, on a des jeunes, ça j'ai du mal à comprendre, parce qu'aujourd'hui, vous faites des stages, ce qu'on ne faisait pas à notre génération, dans le cadre de votre scolarité, et on voit arriver des jeunes voilà, qui sont totalement désocialisés par rapport au monde du travail. Pour moi, c'est une interrogation. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux extrêmes. Et il y en a, effectivement, ça me pose beaucoup de questions parce que les stages, ils les font déjà. C'est ça qui est fou. Bah, dès la troisième, bon, le stage de troisième, je reste un peu dubitatif sur la portée du truc, hein, mais voilà, il y a cette réalité-là. Voilà, mais globalement, après, il ne faut pas s'en faire une montagne. Les jeunes, ils nous interpellent sur des. Moi, quand je suis arrivé sur ma structure, la communication, on communiquait sur Facebook, pour les réseaux sociaux. Les gens me disent. Ouais, il faut peut-être un peu évoluer. Bon, on a glissé sur Instagram, bon, on glisse sur TikTok. Alors, c'est pas simple non plus, parce que derrière, c'est des coûts. Plutôt qu'un réseau, il y en a 3. Il faut alimenter, c'est pas la même stratégie de communication, etc. Alors là, est-ce qu'on passe par des influenceurs? Je dis ça, c'est une question que se pose la Commission européenne, par exemple, en termes de com. Si les jeunes ne lisent pas les médias, ils ne regardent pas France 3, quel jeune regarde France 3 s'ils ne lisent pas Midi Libre ou La Dépêche, est-ce qu'il ne faut pas aller les chercher en passant par une Instagrammeuse qui est à Dubaï quoi. Non, mais mine de rien, c'est caricatural, mais c'est une vraie question qui se pose, même si intellectuellement, des fois, ça défrise un peu. Mais voilà. Non, mais les jeunes, alors moi, honnêtement, en tant qu'employeur, par contre, j'accepte pas tout. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Voilà. À un moment donné, il y a des règles qui, pour moi, ne sont pas négociables. Le salarié qui arrive en me disant, pour moi, c'est 5 jours de télétravail, c'est au revoir. Voilà. Mais par contre, le télétravail, c'est une vraie richesse, je trouve. C'est un bon outil. Certains managers ont du mal parce qu'ils ne savent pas manager des gens de télétravail, hein, mais c'est juste une culture à prendre. Mais moi, je suis convaincu que quelqu'un en télétravail peut être plus productif que quelqu'un qui est au bureau physiquement. Voilà. Après, c'est pareil pour tous les métiers. Moi, je sais que j'ai travaillé dans des administrations. C'est pour ça qu'on refusait le télétravail. C'est pas parce qu'on estimait que c'était pas bien. C'est qu'on ne savait pas gérer le fait qu'on allait dire non à certaines personnes parce que la femme de ménage en télétravail, ça va être compliqué. Et encore, peut-être qu'avec la technologie, on aura une solution de nous. Alors qu'on allait l'accorder pour les cas. Voilà. Merci Olivier. Sophie, pour conclure, le mot de la fin. Allez, le mot de la fin. Alors moi, ce que je pense pour faciliter l'échange des jeunes avec les entreprises, il y a une chose qui est importante, c'est les faire bouger. Parce que le fait de bouger, de partir faire une mobilité, obligatoirement, ils vont sentir, que ce soit en Europe ou à l'international, déjà, ils vont avoir ce sentiment d'être français, d'être européens, même s'ils n'ont pas forcément la nationalité au départ de leur pays où ils habitent. Donc ça, c'est important. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est accompagner les jeunes. Parce qu'on l'a dit, c'est vrai qu'il y a des tas, comme il y a pas mal d'aides, beaucoup de possibilités de bouger, mais ils ne savent pas forcément. Donc, il y a un événement qui est un événement fédérateur au niveau d'Erasmus. J'en fais un peu la pub parce que c'est vrai qu'il est important et on essaye chaque année, nous,
en tout cas sur Nîmes, avec notamment la Maison de l'Europe de Nîmes, de travailler, on est en consortium avec plusieurs établissements, plusieurs associations pour promouvoir les Erasmus Days. Et c'est un jour où vraiment on propose à tout type de jeunes de savoir comment ils peuvent bouger, quels sont les moyens qui leur sont donnés, financiers, quels sont les moyens, enfin, toutes les possibilités pour pouvoir bouger, quel que soit, on va dire, leur niveau d'études. Voilà. Donc, c'est important de le faire connaître et je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus, on a dit, c'est vrai que les collèges, les lycées, maintenant, qui ne fait pas de l'Erasmus, il y en a énormément, mais il faut continuer, il faut vraiment continuer dans cette démarche-là et essayer d'explorer pour pouvoir être en mesure de proposer aux jeunes un maximum de choses, et essayer d'explorer tous les champs possibles que propose Erasmus, l'OFAGE, hein, je n'ai pas parlé de l'OFAGE, mais c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse aussi, qui propose un petit peu la même chose qu'Erasmus, mais avec l'Allemagne. Et puis ce que recherchent les chefs d'entreprise, hein, puisque vous êtes là, messieurs et madame, aussi ce soir, je pense que vous pouvez en attester, c'est ce qu'on cherche chez les jeunes, c'est la motivation, c'est le développement des soft skills, parce que donc tout ce qui est adaptabilité, ouverture d'esprit. Et c'est vrai que la mobilité, ça reste le moyen de pouvoir développer ce genre de choses. C'est vrai, et puis c'est un booster pour les jeunes, hein, pour pouvoir avancer dans leur carrière. Voilà, donc, et je dirais aussi, on a parlé de la représentation locale et européenne, c'est vrai qu'il n'est pas suffisante au niveau des jeunes. Le fait de partir en mobilité, ben, ça va les inciter, on l'espère, à se manifester davantage au niveau européen, au niveau civique. Merci Sophie, je pense qu'on peut applaudir très fort tous nos intervenants. Merci beaucoup, j'espère que ça a été aussi intéressant pour vous que pour nous. En tout cas, c'est vrai que pour nous, on a essayé de trouver des profils complémentaires, à la fois d'apporter un point de vue, à la fois aussi des divergences, à la fois pour on va dire, développer la culture générale sur les sujets abordés. J'espère que ça a été pour vous, on va dire, conforme à vos explications et à vos attentes et que vous en ressortez aussi enrichi. C'est aussi ça le but, c'est que le but des tables rondes, ce soit à la fois le public, mais aussi à la fois les gens qui participent. J'espère que de votre côté, c'est le cas.